Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter. Ensuite, c'est un homme, un territoire et on reçoit ce matin Guillaume Gomez. C'est le chef de l'Élysée. Il sera notre invité. Enfin, territoire d'info avec l'invité politique, c'est Thierry Solaire qui sera sur ce plateau. C'est le député des Hauts-de-Seine. Enfin, ensuite, dernière partie, eh bien, c'est Saveria Rojac qui nous rejoint pour l'actualité parlementaire. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires et on s'y retrouve. À tout de suite. Bonjour à tous, on commence ce journal avec une célèbre petite boîte jaune qui revient à Toulouse. L'usine du groupe Mondelez International vient d'inaugurer sa nouvelle ligne de production du célèbre bonbon toulousain Cachou La Jaunie, vous le connaissez tous. Mondelez International se place parmi les 5 plus gros acteurs agroalimentaires français, juste derrière Danone. En France, c'est 3 millions de petites boîtes jaunes qui sont vendues par an, dont la recette d'ailleurs n'a jamais été changée. Et Julie Darling pour Via Occitanie les a regoûtés pour nous. Il va flotter comme une odeur de réglisse dans la ville rose. La petite boîte jaune Cachou La Jaunie vient d'inaugurer ses nouveaux locaux dans le quartier Fontaine-Lestan. C'est dans le centre-ville de Toulouse. Il y a un côté émotionnel qui rentre en jeu. Bon, je suis 100% toulousain. Le site, le produit est 100% toulousain. C'est un produit très vieux qui est connu au-delà de la France, je dirais. Bon, ça c'est le côté chauvin qui ressort, mais bon. L'usine était passée de l'autre côté du périphérique toulousain lors de l'acquisition par Mondelez en 2010. Et puis retour en arrière, cette année, le site qui produit d'autres sucreries a investi 1,5 million d'euros pour regrouper son activité industrielle sur ce nouveau site toulousain. Mais pas d'inquiétude pour les gourmands, la recette du cachou élaborée par le pharmacien Léon La Jaunie en 1880 reste bien la même. Nous avons majoritairement de la réglisse, du sucre, de la poudre de cachou, certaines poudres végétales qui sont originelles de la recette, de l'extrait naturel de menthe. Et voilà, on est principalement sur une recette qui ne bouge pas. Le principe du Cachou La Jaunie, c'est qu'on ne touche pas à Cachou La Jaunie. C'est un sanctuaire. 3 millions de petites boîtes jaunes sont vendues chaque année. Savez-vous également qu'il y a plusieurs cuisiniers étoilés du sud-ouest de la France qui ont inventé tout un certain nombre de recettes à base du célèbre Cachou La Jaunie. En 2020, ça fera 140 ans que l'on déguste ce bonbon, cher à la Ville Rose. Voilà, nous y étions toute la semaine. Le salon de l'agriculture fermera ses portes ce week-end. Il a été beaucoup question de produire bio et local tout au long de ce salon. C'est le cas pour ce projet nommé Sésame, né dans l'Essonne. Un projet novateur que nous détaillent nos partenaires de Via Grand Paris, Yamina Bendaïda. 75 hectares consacrés à un projet agricole dans le but de relancer la consommation bio et locale. C'est l'ambition de Cœur d'Essonne Agglomération. Cette initiative qui porte le nom de projet Sésame a été la mascotte de la collectivité territoriale à l'occasion du salon de l'agriculture. C'est de nourrir 10% des habitants, 50% de la restauration collective et surtout de pouvoir développer un modèle novateur, nouveau, en circuit court et puis ensuite de développer 21 fermes dans les 21 villes de notre agglomération. Maraîchage, arboriculture, élevage ou encore ateliers céréaliers composeront ce nouveau pôle agricole situé sur l'ancienne base aérienne de 117 à Brétigny-sur-Orge. En mutualisant les différentes activités, les membres du projet espèrent entre autres réduire les coûts de production, mais aussi limiter l'impact négatif sur l'environnement. Pour l'instant, je suis que maraîcher et ça reste qu'un tout petit bout de la lorgnette de l'agriculture biologique. Si demain on voulait nourrir tout le monde en agriculture biologique et particulièrement en maraîchage ou en céréales, on aura un gros problème, c'est la présence de l'élevage. On a besoin d'un lien entre l'élevage et la production de plantes, on va dire. Donc par la matière organique, par les rotations, par laisser reposer la terre en laissant pâturer des bêtes. Donc c'est vraiment un peu cet équilibre qu'il faut qu'on retrouve et mutualiser nos économies en fait. Vraiment mutualiser l'économie du maraîchage, de la céréale et de l'élevage pour que tout le monde ait un salaire correct en fonction de ses capacités de travail, de son temps de travail.
L'agglomération se donne 10 ans pour atteindre ses objectifs. Les travaux d'irrigation sur la ferme ont déjà commencé. Les premières récoltes, elles, sont prévues pour l'année prochaine. En France, c'est 500 000 personnes qui sont en situation de handicap et qui pointent toujours à Pôle emploi. Pour y remédier, la ministre du Travail a lancé les CDD tremplins. Le but, c'est donc de favoriser l'insertion des personnes handicapées par le travail. Et les premiers contrats ont été signés à Nantes. Ce sont des explications d'Adrien Godet pour la chaîne Télé Nantes, notre partenaire. Ils ne sont pas si nombreux, les salariés, à avoir la signature d'une ministre sur leur contrat de travail. Et c'est le cas de 3 nouveaux membres de l'entreprise adaptée Saprena. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, y officialise les 3 premiers CDD tremplins. C'est un CDD qui permet en fait à certaines personnes de signer leur premier contrat de travail au sein de Saprena et puis de suivre une formation et de développer en fait des compétences pour acquérir un métier. Pourquoi pas leur permettre d'aller en entreprise du milieu dit ordinaire. Une manière de proposer en fait à ces entreprises des personnes formées en adéquation avec leurs besoins. Et depuis 30 ans, Saprena expérimente, tente d'intégrer par l'entreprise 360 salariés et travaille dans les espaces verts, la propreté ou pour de grands groupes internationaux. La Saprena, ils nous ont toujours suivis, nous ont toujours accompagnés dans l'évolution de l'entreprise, dans l'évolution des produits. Moi, j'ai fait des formations avant et ça n'a pas débouché. Et je suis arrivé ici et ça m'a plutôt plu. J'ai évolué un petit peu aussi. Je suis passé de simple ouvrier à animateur. C'est-à-dire je m'occupe de donner le travail aux autres salariés. Ils viennent en plus, la Saprena, effectivement, d'associer leurs salariés au capital de l'entreprise. Donc alors, c'est vraiment un engagement social qui est vraiment extraordinaire. Un exemple à mettre en avant pour la ministre du Travail qui souhaite doubler et atteindre le nombre de 80 000 places dans les entreprises adaptées en France. Par exemple, pour les entreprises adaptées, il y a 11% des places de la France sont ici pour une population qui représente 5%. C'est une région dynamique et où ça fait partie des régions sur lesquelles on va pouvoir expérimenter rapidement cette nouvelle approche des entreprises adaptées et de l'entreprise inclusive. Alors que les entreprises ont l'obligation d'accueillir 6% de personnes en situation de handicap, la moyenne nationale dépasse à peine les 3%. Dans ce journal maintenant, sachez-le, la Bretagne embauche. Le secteur de l'hôtellerie-restauration prépare la nouvelle saison d'été en Bretagne. Près de 600 postes sont à pourvoir dans la région. Et pour que les entreprises et les futurs salariés se rencontrent, la Chambre de commerce de Morlaix a organisé un job dating. Et oui, Frédéric Lorenzo de la chaîne TVO était sur place pour ce job dating. Avec le soleil, les vacances sont dans toutes les têtes. Pour les salariés de l'hôtellerie-restauration, c'est le moment de préparer la saison et chercher du travail. À Brest, au premier salon de l'hôtellerie-restauration, les candidats étaient nombreux. Divers employeurs, divers types de restauration. Donc ça permet vraiment de postuler un petit peu partout et puis de voir si ça va marcher ou pas. En tout, une quarantaine d'entreprises invitées par la Chambre de commerce proposaient près de 600 postes. Pôle emploi a communiqué sur son site les offres, mais de manière anonyme. L'idée étant que les personnes en recherche d'emploi viennent sur le forum rencontrer les entreprises qui recrutent. Existant depuis 8 ans à Morlaix, ce premier salon organisé simultanément par la Chambre de commerce à Morlaix, Brest et Quimper a fait le plein. C'était dans notre rôle de départementaliser l'action et on trouvait que c'était de bon ton d'être juste avant cette saison pour les emplois saisonniers, mais également pour les CDI. Pour certains recruteurs, le salon aurait même pu se tenir plus tôt dans la saison. C'est très intéressant et nous permet effectivement de faire un premier jet de sélection qui vont nous permettre de gagner énormément de temps sur notre recrutement de saison. Un petit bémol, il aurait été un petit peu plus tôt dans la saison. Ça nous aurait permis de proposer des postes sur une plus longue période, puisque déjà on a quelques postes pourvus pour début mars. Désormais, l'hôtellerie-restauration propose aussi des postes en CDI, emploi-formation. Le salarié effectue une formation en basse saison, une façon de faire la jonction entre 2 périodes de pleine activité. Voilà, on poursuit ce journal avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale, notamment ce qui s'est passé à Bordeaux hier soir avec Emmanuel Macron. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. Tout de suite, c'est un homme, un territoire. Juste après ça, Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, le chef des cuisines de l'Élysée. Guillaume Gomez dans un instant. Tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite.
Je le disais, ça s'est passé à Bordeaux hier soir, Saveria. C'est à la une de sudouest.fr, évidemment. Emmanuel Macron pour un débat avec les femmes à Pessac. Nouveau déplacement pour le chef de l'État dans le cadre du grand débat et nouveau marathon 4 heures face à des femmes à Pessac en Gironde. Le chef de l'État qui a répondu à de nombreuses questions. Interpellé par une militante, il a refusé de porter un collier gilet jaune. La question des familles monoparentales, des pensions alimentaires est clairement ressortie hier. Emmanuel Macron l'a souligné. Ce sujet impliquera des réponses. J'ai été frappée par la présence de beaucoup de femmes sur les ronds-points et dans les rues, de beaucoup de citoyennes qui s'étaient habituées à ne pas être vues, à ne pas se mobiliser, à ne pas porter leur part de vérité. Le chef de l'État a précisé, je le dis très clairement, on n'ira pas vers la dépénalisation du non-paiement des pensions alimentaires. Je veux même aller plus loin. Je veux qu'on crée les moyens d'apporter une réponse concrète et rapide. Voilà, et ce matin, il petit déjeune le chef de l'État avec Alain Juppé qui quittera officiellement la mairie de Bordeaux à 13h. On reviendra sur tous ces thèmes un peu plus tard. À la une de la presse de la Manche, le Brexit, une loterie pour les pêcheurs ce matin. Quelles seront les conséquences du Brexit sur la pêche? Tout le monde les craint. À Cherbourg, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a pris la mesure des conséquences possibles du Brexit sur la pêche. Un accord de retrait laisserait 2 ans pour négocier l'accès des pêcheurs français aux eaux anglaises. Sans accord, ça pourrait être catastrophique. À moins de 40 jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, les pêcheurs européens ne sont toujours pas fixés sur leur sort en cas de hard Brexit, faute de clarté côté britannique. Voilà, la une du Courrier de l'Ouest, on change complètement de sujet. Auteur ou auteur que faut-il écrire? Alors là, vous allez tout nous dire. C'est la féminisation des noms de métiers. L'Académie française a donné son feu vert à cette féminisation. Mais attention, l'Académie ne fixe aucune règle et elle va en fait laisser l'usage s'imposer. Elle retient donc dans son rapport des mots jusqu'à présent tabous comme professeur avec un E à la fin. Dans cet élan, elle accepte également auteur, autrice ou encore écrivaine. Journaliste. On dit quoi? Journaliste E. Journaliste E, c'était déjà le cas. Merci Saveria. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, après c'est une de la presse quotidienne régionale, à un homme, un territoire. On finit avec la dépêche tout de même? Oui, la dépêche du midi avec le rugby. Hein. Voilà, le rugby, un sujet important. Le rugby est-il dangereux? On en parle de plus en plus. Les accidents graves sur les terrains se multiplient. Le débat sur l'évolution de ce sport est relancé. Dans la dépêche du midi, des joueurs blessés, mais aussi un neurologue tire la sonnette d'alarme. La principale pathologie, bien sûr, c'est la commotion cérébrale. Et puis à lire également, toujours dans votre journal, dans la dépêche du midi, la hausse du tabac, le tabac plus cher à partir de ce matin, d'aujourd'hui. Ce vendredi, le paquet va augmenter de 50 centimes en moyenne. L'objectif d'un paquet à 10 € s'approche doucement. La dépêche, ils connaissent, ils ont un titre qui s'appelle Midi Olympique. Je peux vous dire qu'ils parlent souvent de rugby dedans. Guillaume Gomez le sait. Guillaume Gomez, c'est le chef de l'Élysée, c'est l'invité d'un homme, un territoire dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour Guillaume Gomez, un homme, un territoire. Alors vous, c'est un homme des territoires, on va en parler dans un instant. Merci d'être là, vous êtes le chef des cuisines de l'Élysée. Vous avez un parcours d'ailleurs assez formidable, vous étiez meilleur ouvrier de France, vous avez suivi tout un cursus avant d'atterrir donc aux commandes de cette mini-usine bourrée d'artisans, on va en parler dans un instant, qui sont les cuisines de l'Élysée, parce qu'on croit que vous faites juste la cuisine pour le président de la République et pour Brigitte Macron. C'est pas du tout le cas. Vous la faites aussi souvent à l'étranger. On va revenir sur tout ça. C'est pour ça qu'on a invité d'ailleurs André Crétenant. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde, chaîne partenaire qui nous diffuse, vous le savez, dans 200 pays et dans 17 langues. Donc Guillaume Gomez, vous avez des francophones et pas que qui vont vous écouter ce matin, nous donner quelques conseils. Car il y a un livre derrière tout ça, André Crétenant, Cuisine, leçon en pas à pas pour les enfants chez Hachette. Alors d'abord, pourquoi ce livre? D'abord, il y a un premier succès d'un premier livre qui s'appelait pareil, mais pas pour les enfants, c'est ça? Exactement. J'ai sorti l'année dernière, maintenant, fin 2017, un livre qui s'appelait Cuisine, leçon pas à pas, dans une collection aux éditions Duchesne, où déjà Philippe Uraca, le pâtissier, avait fait pâtisserie. Et au vu du succès, ce livre a été primé, a reçu pas mal de prix, dont celui de meilleur livre de cuisine du monde. Dans la continuité, on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants, parce que l'éducation du goût doit commencer tôt, et réunir sur
surtout les enfants, réunir la famille, réunir un moment privilégié en cuisine où on fait participer les enfants, c'est commencer à leur donner une certaine morale sur le comment consommer mieux et comment mieux manger. En fait, il fait ça pour les enfants, pour les futurs présidents de la République, André Crête-Nant. Comme ça, il veut les former très tôt. Peut-être. J'ai vu d'ailleurs que vous vous engagez beaucoup sur cette question-là. Quel est votre regard justement sur la cuisine dans les cantines scolaires, puisque vous y allez assez souvent, vous donnez des cours, des conseils. Je me revendique. Parfois, on est assez critique. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes sur les repas qui sont servis aux enfants. Quel est votre regard ? Aujourd'hui, je le revendique, je suis un cuisinier de la restauration collective, donc il faut être fier de ça. La cantine de l'Élysée. Il faut être fier de ça. On fait à manger, on fait près de 95 000 couverts par an à l'Élysée. 95 000. Bien sûr, on fait de la cuisine de restauration collective avec des budgets qui nous sont alloués, qu'il faut respecter, avec les mêmes problématiques que peuvent rencontrer mes confrères, qui soient cuisiniers dans des mairies, dans des municipalités, dans des écoles, dans des prisons, dans des crèches, peu importe. Donc après, il y a bien évidemment le coût qui est à prendre en compte. À côté de ça, il y a une certaine technique à avoir pour pouvoir, et l'envie de bien faire. Et il y a des chefs de cuisine dans les cantines qui font avec les mêmes budgets très bien, et les enfants d'ailleurs, j'ai pu le constater, les enfants reviennent, les enfants, enfin ça fait plaisir aux cuisiniers quand les enfants terminent leur plat plutôt que d'entendre des enfants dire à la cantine c'est pas bon. Donc c'est possible bien évidemment. On voit les cuisines de l'Élysée pendant que vous parlez d'ailleurs. Très bien, et donc oui, je m'engage à leur côté déjà pour leur dire soyez fiers de votre métier, vous avez choisi d'être dans la collectivité mais soyez fiers de ça, vous êtes des chefs comme les autres et surtout vous adressez au plus grand nombre et notamment à nos enfants qui est la future génération. Et souvent d'ailleurs ils ont des contrats avec des producteurs locaux. Vous avez des contrats avec des producteurs locaux ? Oui, vous étiez au Salon de l'Agriculture ? J'étais au Salon de l'Agriculture pour rencontrer les producteurs, pour signer cette pétition sur un meilleur étiquetage, ce qui nous tient vraiment à cœur et ce qui tient à cœur du consommateur. En tant que président d'Eurotoc, on défend ça aussi. Et oui, les producteurs... Alors à l'Élysée, vous savez, on est soumis au Code des marchés publics, donc on n'achète pas directement aux producteurs. Il y a des marchés publics qui sont mis en place, mais en tout cas, les gens qui sont notamment à Rungis, qui sont nos fournisseurs, nos grossistes, travaillent avec des producteurs. Et vous le savez que d'ici 2020, dans la restauration collective, 50% de l'achalandage devra être bio ou local. Donc je reçois, moi, toutes les semaines, entre 50 et 80 kilos de fruits et légumes qui viennent de moins de 50 km de Paris et plein d'autres produits comme ça, comme mes yaourts qui viennent d'Argenteuil avec un lait qui est fabriqué, la ferme est à 80 km. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que la gastronomie française, dont vous êtes un des hauts représentants, reste... Est-ce qu'elle a cette cote qu'on a toujours pensé, en tout cas les Français, nous, qu'elle avait à l'étranger? Oui, elle est... Vraiment Non, toujours... bien sûr, elle est toujours attaquée, parce que ce qui est en haut de l'affiche est toujours attaqué. Mais ceux qui en parlent le mieux, ça reste quand même les étrangers. 75% des gens qui viennent en France, des touristes qui viennent en France, disent venir pour sa gastronomie. Sa gastronomie, ses territoires, mais découvrir ses vins, ses fromages, pas pour les chefs de cuisine. On parle, je me fais le porte-parole de toute la gastronomie française, et par gastronomie, entendez les femmes et les hommes qui font notre terroir. Et vous savez, les chefs à l'étranger... C'est moins vrai avec cette nouvelle génération de chefs qui émerge aujourd'hui, mais tous les chefs qui ont une cinquantaine d'années vous le diront à l'étranger, ils se sont tous à un moment donné formés à l'école française, soit en France, soit avec des chefs français à l'étranger. Et ce qui fait la richesse de notre gastronomie française et ce qui fait cette réputation, c'est avant tout cette chance que l'on a d'avoir un terroir et un territoire, vu que c'est la thématique aussi de votre émission, qui est unique au monde. Il n'y a pas un autre pays qui peut avoir autant de produits avec un panel si différent du nord au sud et d'est en ouest. On vous voit derrière, là, je ne sais pas ce que vous faites avec des haricots verts. Ouais. Mais alors, vous faites vous-même ça, ou vous avez une batterie d'équipe? Comment ça se passe à l'Élysée? Vous êtes combien aujourd'hui? Alors on est 26 aujourd'hui, 28 avec mes 4 apprentis en cuisine. On fait le rôle du chef, c'est de manager tout ça, c'est d'organiser tout ça. Il y a un gros travail administratif qui est fait aussi, parce qu'on est régi par certaines règles. Et après, bien évidemment, je donne la main partout, et je suis au service midi et soir. Évidemment qu'il y a une chose qu'on veut toujours savoir, c'est qu'est-ce que le président aime ou n'aime pas. Non, je sais que vous ne dites pas que c'est un secret. C'est un secret d'État. Moi, je voulais quand même savoir s'il n'y a pas une diplomatie de la gastronomie. Est-ce que, puisque le chef de l'État reçoit quand même beaucoup d'invités étrangers, de chefs d'État, de premiers ministres, est-ce que vous mettez la pression? Est-ce que vous dites parfois qu'un bon repas peut jouer un rôle dans les relations avec un autre pays? C'est une bonne question. Ou est-ce que vous avez déjà eu un retour parfois où le chef de l'État vous a dit là, franchement, ça donne un coup de pouce? Si vous avez un petit retour sur le chef d'État suisse, ça l'intéresse.
intéressant. Non, alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que tout le monde veut savoir les goûts des présidents. Vous pensez bien que si ça fait 21 ans que je suis à l'Élysée, c'est parce que je ne parle jamais des goûts des présidents. Et vous avez assez souvent le président en face d'un micro. Si vous pensez que c'est un sujet qui peut intéresser les Français, posez-lui la question. En tout cas, c'est pas moi qui réponds à ça. En ce qui concerne la gastronomie diplomatique, la diplogastronomie, là comme on veut, bien évidemment, on l'a pas inventé. Je ne vais pas vous reciter Talleyrand, mais à chaque fois, voilà, depuis des années, on commence à en parler. Laurent Fabius avait fait un gros travail avec notamment l'opération Goût de France qui se passe tous les ans dans les ambassades. Ça va être bientôt le 21 mars. En effet, la diplomatie culinaire a aujourd'hui toute son importance et on le sait. Moi, je fais partie d'un club qui s'appelle le Club des chefs qui réunit tous les chefs de cuisine des chefs d'État. S'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser les hommes, dont la politique, il y en a un qui les réunit, c'est la table. Donc, en effet, beaucoup de choses se passent autour de la table et ça permet. Donc, vous êtes allé à la Maison Blanche, vous êtes allé au Kremlin. Je rencontre tous ces chefs-là une fois par an. On fait des opérations caritatives, on échange sur des problématiques qui nous sont communes. C'est quoi cette médaille que vous avez ? C'est la médaille des meilleurs ouvriers de France. J'ai eu la chance de remporter le titre à 25 ans. Je suis l'un des plus j'étais à l'époque le plus jeune des meilleurs ouvriers de France. André. Pour vous, c'est important la question de l'apprentissage. On sait que c'est d'ailleurs une des questions qui est traitée actuellement, qui fait partie des sujets politiques. Mais vous êtes un bon exemple justement de progresser grâce à l'apprentissage et pas nécessairement par les grandes écoles. Non, mais les grandes écoles culinaires, André. Oui. Ça ne s'oppose pas. Non, mais je veux dire les grandes écoles, l'ENA, etc. On sait qu'à l'Élysée, il y a beaucoup d'énarques, il y a plus d'énarques que d'apprentis. Si j'ose dire. Peut-être, sûrement. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de chaire gastronomique, mais l'apprentissage est aujourd'hui, je pense, le dernier ascenseur social qui fonctionne. J'en suis la preuve. J'ai commencé un apprentissage, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, voilà, je suis chef de cuisine au Palais de l'Élysée. C'est vrai que la transmission en tant que meilleur ouvrier de France, déjà, ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est quelque chose. Moi, si vous voulez, je ne vois pas mon métier différemment que ça. Donc oui, on est dans la transmission. C'est un métier qui doit s'apprendre d'homme à homme. C'est quelque chose qui se passe, ça ne s'apprend pas que dans les livres, même si les livres sont là pour soutenir tout ça, mais c'est vrai que la transmission est quelque chose d'important. Et si on ne prend pas le temps d'aller vers les jeunes et si on ne prend pas le temps de les intéresser à ça, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on ait plus de 100 000 postes à pourvoir dans la restauration. Vous êtes virable à tout moment ou pas ? Bien évidemment, je ne suis pas fonctionnaire. Moi, j'ai pas de contrat. Brouillés, puis ça s'arrête. Moi, je suis employé de maison, donc le jour où ça ne va plus, on me remercie. Vous êtes aussi sportif, moi je le sais, vous pratiquez des sports de combat, la boxe d'ailleurs, vous adorez ça, et puis vous faites des courses dans le désert, alors d'ailleurs au profit d'associations caritatives, on le rappelle d'ailleurs, comme d'ailleurs les fonds récoltés à partir du livre que vous sortez, voilà, et vous étiez récemment à Ica au Pérou, 4 jours d'autosuffisance, ça veut dire quoi ? En même temps vous ne mangez pas pendant 4 jours, alors, vous faites une diète absolument totale. Non, c'est des choix. Oui, je fais 117 kilos, voilà, c'est des choix, c'est-à-dire que vous êtes en autosuffisance, donc c'est vous qui portez ce que vous allez manger. Donc les premiers ont des sacs de 2,5 kg où ils mangent que des graines. Le mien faisait 10 kg, j'avais du porc noir de Bigorre, on avait emmené une truffe, on s'est fait en hommage à Paul Bocuse, j'étais avec des copains au milieu du désert du Pérou, on s'est fait une soupe en hommage à Paul Bocuse, une soupe aux truffes Élysée Paul Bocuse, où on avait rajouté un peu de porc noir de Bigorre et c'est... Même l'amateur de fondue savoyarde là en face, c'était plus compliqué. Nous on serait parti avec un sandwich. Sous 50 degrés, c'était plus compliqué la fondue savoyarde et en effet c'était une course de 4 jours dans le désert où le but était d'amener un petit peu de médiatisation, donc un challenge international, un marathon des sables pour cette association que je parraine qui s'appelle Vision du Monde, qui aide les enfants à accéder notamment à l'eau potable et à l'éducation. Je ne sais pas si vous le savez, un enfant fait en moyenne dans le monde 6 km pour trouver de l'eau potable. Quand on voit que les nôtres ont juste 50 cm à faire, ça vous donne une idée du reste. André Crétenant. Alors je reviens à la cuisine. Bon, c'est vrai qu'on vient beaucoup en France pour la cuisine, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que beaucoup de cuisines dans le monde se sont améliorées. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que dans la gastronomie française, on fait face aussi à une concurrence comme dans d'autres domaines. Oui. Pas de la part des Suisses, hein, d'ailleurs. Mais il y a une belle gastronomie en Suisse. Il y a une belle gastronomie. Il y a des très bons chefs. Non, mais les Italiens, la cuisine italienne. Il y a une très belle gastronomie dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on mange bien dans le monde entier. Oui. La japonaise, la cuisine asiatique, en effet, on pourrait citer beaucoup de pays d'Asie. La cuisine tout le bassin méditerranéen, d'Israël au Liban, au Maroc, on mange très bien. Voilà. Donc, oui, il y a une belle, mais je trouve que c'est une concurrence qui est saine, justement, les chefs de cuisine. Vous savez, il y a 70 ans, que vous soyez à New York, à Genève, à Londres ou à Paris, vous mangiez la même chose dans les palaces. Et peu importe les saisons. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, vous savez, la cuisine, elle doit ressembler à celui qui l'a fait. La cuisine de demain, d'aujourd'hui déjà, mais de demain encore plus, elle sera sociale, sociétale et environnementale. Donc, on va manger des produits du terroir. Et tant mieux si les cuisines étrangères copient
justement cette idée de ce qu'est la cuisine française, cette cuisine de produits. Donc c'est une belle chose. Oui, cela dit, la cuisine de tout le monde, elle n'est pas tout à fait pareille. Hein. On consomme de plus en plus de Pendant produits, que défile derrière vous la purée maison, Alexandra Thierry passe la purée maison. De produits surgelés, de produits préparés. C'est vrai qu'il y a une évolution aussi de la cuisine qui est peut-être pas nécessairement géniale. Alors ça change. Il y a une étude qui vient de sortir là justement où on dit, alors, notamment sur les franciliens, que de plus en plus se remettent justement peut-être que les scandales, il avait peut-être fallu passer par là avec les scandales de l'agroalimentaire pour que les gens se remettent en cuisine et aient envie justement de manger plus sain et de manger. Vous sentez qu'il y a un changement justement. Bien évidemment. Votre recette star, me dit-on, c'est le pâté croûte. Alors, le truc léger quoi par excellence. Alors c'est pas ma recette star, mais c'est vrai que les gens en parlent beaucoup. Voilà, on voit une découpe d'ailleurs au laser au Tchad. On était au Tchad. Le président avait décidé d'offrir aux troupes, notamment pour Barkhane, aux troupes en opération extérieure, un dîner de Noël. Et donc nous étions partis faire 1300 couverts. Et en entrée, on leur avait fait ce pâté festif au foie gras. Voilà, donc c'est vrai que du coup, la médiatisation fait que tout le monde me dit c'est ma recette star. Vous savez, le pâté en croûte, c'est assez facile parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en toute saison en fonction de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. Juste un mot pour terminer. Est-ce que vous avez des félicitations de temps en temps, je sais pas, de Donald Trump, de Vladimir Poutine, de Hu Jintao Est-ce qu'il vous félicite personnellement? Alors, écoutez, oui, parce que très souvent à la fin des dîners d'État, on me fait appeler et ça peut arriver. Le président Trump a apprécié notamment la côte de cochon. Non, on avait préparé un carré de cochon de Port Noir de Bigorre et il a dit justement à la presse en sortant qu'il avait vraiment apprécié le déjeuner. J'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois la reine d'Angleterre. Enfin, la reine d'Angleterre a été reçue et j'ai eu la chance d'être reçu à Buckingham Palace quelques semaines après avec le club des chefs et la reine m'a reparlé du repas qui lui avait été servi et de tout l'accueil que les Français lui avaient réservé. Bravo. Guillaume Gomez, Merci à vous. Cuisine leçon en pas à pas pour les enfants cette fois-ci ce livre. Important. Avec reversement de ce que vous gagnez sur ce livre pour des associations caritatives. Merci d'avoir été notre invité dans Un homme, un territoire. Merci à vous. Vous présentez bien les territoires français. Merci André Crétenant, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, c'est la météo des territoires, justement le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, on a une très belle semaine, le week-end c'est un peu moins bien. On se retrouve après. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, Guillaume Gomez, vous êtes vu actuellement par TV5 Monde dans 17 pays, dans 17 langues et 200 pays. Hein, c'est vraiment une diffusion importante grâce à nos partenaires. Merci André Crétenant. On va regarder, d'ailleurs on reste dans le monde avec la rubrique Zap Monde de TV5 Monde. On va se rendre au Sénégal où Macky Sall remporte l'élection présidentielle avec 58,27% des voix. Le président sénégalais. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Victoire, victoire, victoire. C'est une victoire à la majorité absolue pour leur candidat. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, est réélu pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires. Le président sortant remporte l'élection contre son principal opposant Idrissa Seck, crédité de 20,50% des suffrages. À l'annonce des résultats provisoires, les 4 opposants à Macky Sall se sont réunis ce jeudi pour signer un communiqué conjoint. Mais devant le siège de campagne d'Idrissa Seck, certains militants ne cachent pas leur
leur colère. On est pour le second tour. Macky Sall, il ne peut pas gagner au premier tour avec 58%. C'est impossible. Benjamin Netanyahou pourrait très prochainement être inculpé par le procureur général pour corruption. Le Premier ministre israélien est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une meilleure image médiatique en contrepartie de facilités gouvernementales qui auraient apporté des centaines de millions de dollars au principal groupe de télécommunications du pays. Le procureur général aurait également l'intention de l'inculper pour fraude et abus de confiance dans 2 autres dossiers. Son principal adversaire pour les élections, le centriste Benny Gantz, demande la démission de Benjamin Netanyahou. Jody Wilson-Raybould déclare avoir subi des pressions et des menaces de la part de 11 membres du gouvernement Trudeau alors qu'elle était ministre de la Justice. En cause, le ministre des Finances, mais aussi l'actuel Premier ministre. Des intimidations politiques pour sauver d'un procès retentissant le géant canadien de l'ingénierie SNC-Lavalin. La société est accusée d'avoir versé près de 32 millions d'euros de pots de vin à des responsables libyens entre 2001 et 2011 en échange de contrats. Pour le chef de l'opposition, c'est l'affaire de trop. Je demande à Justin Trudeau de démissionner. Faire taire la presse, c'est bien connu, ne peut se faire sans le consentement des journalistes. Et dans le centre d'Alger, éventuellement sans quelques travaux de voirie. Ce jeudi, cette place de la capitale n'avait plus de libre que le nom. Et la centaine de journalistes présents n'avaient que leur stylo pour manifester contre la censure, les directives, les sanctions. Nous avons beaucoup reculé par rapport aux 20 dernières années. Nous avons beaucoup reculé alors que le monde a avancé, le monde en Afrique et dans le monde arabe. Je regrette que la presse aujourd'hui ne soit pas véritablement en contre-pouvoir. Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios territoriales qui sont nos partenaires, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est le député des Hauts-de-Seine, Thierry Solère. Merci d'être avec nous, Thierry Solère. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Stéphane Vernet de Ouest France. Vous dirigez le bureau parisien du premier quotidien français. Merci d'être avec nous. De plein pied dans l'actualité, tout de suite Thierry Solère. Donc en plein débat à Pessac, hier en Gironde, une femme offre un collier avec un mini gilet jaune à Emmanuel Macron, on le sait. Cette femme, Nathalie, le prend à partie. Est-ce qu'au fond, ce grand débat national ne montre pas que les Français ne respectent plus tellement la fonction présidentielle, ces interpellations comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une réponse contrastée à faire. Je pense qu'il faut à la fois, les Français attendent un président de la République dans la proximité, il faut dire les choses. Puis à la fois, il y a quand même un respect à avoir pour le président de la République, mais pour tout à chacun. Il n'y a pas besoin d'être président de la République pour inspirer le respect, ni d'être maire, ni d'être député. Je pense que toute personne est respectable dans ce qu'elle fait, et je pense qu'il est toujours utile de s'adresser à une personne qu'on interpelle d'une manière correcte. Alors, est-ce que le président n'a pas une part de responsabilité? On n'est pas à Tahiti, donc la tradition n'est pas d'accrocher un collier autour du cou de quelqu'un, mais je crois que le président a parfaitement répondu. Pour essayer d'enlever la pression, il y a toujours une part de personnes qui veulent faire du buzz, faire parler d'elle. Moi, ce que je retiens surtout,